Bienvenue dans Citizen Vox, le podcast dédié à la sobriété foncière et à la valorisation des ressources locales. Avec le ZAN, ce désormais célèbre zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience pose un nouveau référentiel pour la fabrique des villes, celui de la sobriété. Le défi est immense car les impacts du ZAN sont multiples. Je vous propose une rencontre passionnante avec un acteur de la ville, élu, architecte, urbaniste, promoteur, investisseur, citoyen même, pour réfléchir ensemble aux différentes manières de penser, mais surtout de bâtir des villes résilientes. Mélisse Desrousseaux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour le podcast Citizen. Avec plaisir. Alors, je vous présente, vous êtes maître de conférences de droit public, spécialisé en droit de l'environnement, et vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers au Mans. Vous êtes aussi l'auteur d'une thèse sur la protection juridique de la qualité des sols que vous avez soutenue en 2014. Oui, ça date un peu. Mais... Alors, je suis vraiment ravie d'échanger avec vous parce que dans ce podcast, on évoque évidemment toutes les implications de l'objectif zéro artificialisation nette des sols et bizarrement, on évoque assez peu la notion du sol. C'est assez étrange et c'est un paradoxe que j'aimerais éclaircir avec vous. Donc peut-être que pour commencer, on peut tenter de définir le sol et poser les bases juridiques de cette notion. Qu'est-ce que le sol ? Tout à fait. Alors, c'est une question vaste puisque, en fonction de la discipline que vous allez interpeller, eh bien, vous aurez une réponse différente. Alors, pour s'essayer un peu à donner une définition qui corresponde aux sciences du sol, donc qu'on appelle notamment la pédologie, eh bien, on pourrait considérer que le sol, déjà, c'est un volume. C'est un volume, c'est aussi un milieu qui fait un rôle d'interface entre la surface et le sous-sol. Et cette interface est traversée par des flux liquides, des flux gazeux, et il est composé de micro-organismes, microfaunes, macrophones, de bactéries, mais aussi d'éléments minéraux. On considère par exemple que le sol, c'est un peu comme un troisième monde, puisque c'est la jonction entre l'abiotique et le biotique, donc le vivant et le non-vivant. Ça le rend très complexe et il en découle une grande diversité de sols. Ne serait-ce que sur le territoire français, il y a plus d'une centaine de types de sols qui existent, qui ont des profondeurs variables, qui peuvent aller de 10, 15 cm par exemple, le sol des calanques, qu'on considère comme étant squelettiques, ou les pelouses alpines en montagne, où on a tout de suite la roche-mère qui est affleurante, jusqu'à 6-7 mètres de profondeur, comme ça peut être le cas notamment dans la plaine de la Beauce ou sur le plateau de Saclay, avec des sols donc très fertiles, avec une grande valeur agronomique. D'accord. Ouais. Est-ce que, du coup, ce sol, avec une grande diversité, a une traduction juridique ? Justement non, parce que la définition que je viens de vous donner, elle ne se retrouve pas aujourd'hui dans le droit. Même pas dans le droit de l'environnement, qui pourtant est un droit spécialisé dans la protection des milieux. De manière très surprenante, c'est un droit qui comporte un régime de protection de l'eau et des milieux aquatiques, un régime de protection de l'air et de l'atmosphère, mais qui ne traite les sols que sous l'angle des risques, pollution et nuisances. Donc on ne va pas retrouver dans le droit une définition scientifique du sol. Comment c'est possible ? Comment ça se fait ? Et est-ce qu'au niveau des pays européens, on a la même appréhension juridique du sol ? Alors si on regarde à l'échelle du droit international, donc ça serait pas forcément dans les pays européens, mais des conventions qui pourraient s'intéresser au sol, mais on s'aperçoit que c'est un objet également qui est peu saisi, voire pas du tout, par le droit international, à l'exception éventuellement de la Convention de lutte contre la désertification ou alors de la Convention de Ramsar de 1972 qui protège les zones humides, mais surtout parce que ce sont des zones riches pour la biodiversité et aussi que ça relève du droit de l'eau. On voit que le sol, de manière générale, est un objet assez peu saisi par le droit,
Et donc ça se retrouve aussi dans les autres régimes juridiques nationaux de nos voisins européens, à l'exception peut-être de l'Allemagne et de la Suisse qui ont des régimes particulièrement développés sur le sujet. Et comment vous expliquez ces différences ? C'est une différence qui provient de la perception et de la connaissance qu'on va avoir du milieu, mais aussi des enjeux qui y sont associés. Pour la Suisse, par exemple, la question cruciale, c'est la souveraineté alimentaire, et l'indépendance, l'autonomie, avec un pays de montagne avec peu de sols de plaine, donc beaucoup de pentes et des espaces peu propices à l'agriculture céréalière ou au maraîchage. Et donc les espaces restants doivent être préservés pour répondre à cet enjeu-là. L'Allemagne, c'est plutôt une réaction à l'important passé industriel du pays, notamment dans la Ruhr, où il y avait d'énormes problèmes sanitaires liés à la pollution des sols, et qui donc a réagi dès le début des années 90 sur un régime plus généralisé de protection des sols. Nous, en France, sur cette question de la pollution, ça va être le domaine où le régime juridique va être le plus sophistiqué, mais qui ne s'intéresse pas au sol en tant qu'élément naturel, qui s'intéresse exclusivement au sol en tant que contenant de la pollution, et dont l'objectif est d'éviter que cette pollution soit transférée vers d'autres éléments de l'environnement, voire aussi vers l'humain, pour cantonner le risque. D'accord. Alors, le fait que le sol soit finalement un impensé juridique, est-ce que ça pose un problème ? Oui, ça pose un problème puisque derrière, si on va y pouvoir identifier des normes qui vont indirectement conduire à la protection des sols, je pensais donc typiquement aux zones humides tout à l'heure, mais aussi à des mécanismes de protection des habitats, où si jamais l'espèce se trouve avoir son habitat dans le sol va se trouver protégé par ricochet, eh bien, en dehors de ces exemples-là, on ne va pas considérer le sol comme un élément fonctionnel qui rend des services écosystémiques, mais plutôt comme un support qu'on peut améliorer. Et c'est par exemple toute la vision du droit rural qui n'est tournée que par l'amélioration de ce qu'on appelle la fertilité du sol, mais qui peut aller en fait jusqu'à sa destruction. Donc c'est assez antinomique. Est-ce que du coup vous pouvez détailler un petit peu les différentes fonctions du sol, revenir un peu sur cet aspect ? Oui. Alors d'abord il faut bien distinguer les fonctions des services. La fonction, ça va être la capacité d'un écosystème, d'un milieu donné à fonctionner dans son environnement. Et donc pour le sol, ça va être la fonction de filtration de l'eau, de stockage de carbone, d'habitat de biodiversité, de recyclage des nutriments et de production de biomasse. Voilà, à peu près, c'est assez normé. Donc vous avez ces 5 fonctions principales. Alors que le service, ça va être la réalisation de la fonction qui va servir les intérêts humains. Et donc, pour le stockage de carbone, ça va être la régulation du climat. Pour la filtration de l'eau, ça va être avoir une eau de qualité pour les usages dont on a besoin. Et donc, à chaque fonction sont associés différents services. D'accord. Comment on évalue aujourd'hui la qualité des sols ? Est-ce qu'il y a des mesures ? Comment elles se font ? Est-ce que c'est précis ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en matière de qualité des sols, déjà il faut peut-être préciser que c'est un concept qui existe. Il y a énormément de littérature scientifique sur le sujet, sur qu'est-ce que c'est que la qualité des sols, bien que a priori, le concept vers lequel on se dirige, si jamais à l'échelle européenne les choses évoluent, ça sera celui de la santé des sols. D'accord. Mais la santé des sols, ça serait comme un résultat, par exemple avoir un sol sain ou en bonne santé, qui ne serait atteint que parce que les caractéristiques, donc les qualités du sol sont opérationnelles, fonctionnelles. Voilà. Donc les deux concepts sont vraiment liés. Donc, qu'est-ce que c'est que cette qualité des sols ? Comment est-ce qu'elle est mesurée ? On n'a pas, dans le droit aujourd'hui, de référentiel harmonisé qui serait distingué par type d'occupation et type d'usage du sol et qui permettrait à un acteur public ou à un aménageur d'être guidé dans son projet. Ce qui pose problème. Ce qui pose problème parce que, pour citer l'exemple de l'étude d'impact, qui est un mécanisme de connaissance, de connaissance liée à l'environnement. Le droit, donc dans le Code de l'environnement, il est inscrit que l'état initial et les impacts qui doivent être pris en compte par le projet comprennent notamment le sol.
D'ailleurs, plus précisément, la loi nous dit les terres, virgule, le sol. Donc on aurait bien une approche surfacique, donc quelle est la consommation d'espace entraînée par le projet, et une approche volumique, quelle est l'atteinte au sol en tant que milieu généré par le projet. Sauf que quand on regarde le contenu des études d'impact, peu importe le type de projet, eh bien on s'aperçoit que cet élément sol est absent. Et d'ailleurs, ça a été pointé du doigt par l'autorité environnementale nationale. Donc, en l'absence de référentiel, on ne peut pas faire comme avec l'eau, où on a des critères de qualité de l'eau, de bon état écologique de l'eau, on ne peut pas la mesurer, et donc, finalement, elle n'est pas contrôlée par l'administration non plus. Est-ce que c'est ce qui explique que la protection des sols, finalement, est une notion, en tout cas une préoccupation assez récente ? C'est relatif. Récent, c'est relatif, parce que le texte le plus fondateur, à mon sens, sur le sujet, c'est la Charte européenne des sols, du Conseil de l'Europe, qui date de 1972. D'accord. Et en 1972, on nous alertait déjà sur le fait que le sol était un des biens les plus précieux de l'humanité, que la formation d'un sol, parce qu'on n'a pas parlé de la temporalité encore, mais prend presque 1000 ans pour se régénérer, alors que ça prend 2 secondes d'un coup de pelleteuse pour le détruire. Et il disait, ce texte-là, que les activités agricoles, les activités industrielles, mais aussi l'urbanisme et l'aménagement devaient intégrer cet enjeu-là. Donc 1972, c'est quand même pas si récent. Qu'est-ce qui se passe après ? Voilà. Comment ça se passe ? La réalité est tout autre, puisqu'on a vraiment un oubli généralisé dans les politiques publiques. Alors l'excuse qui est souvent invoquée, c'est l'obstacle du droit de propriété privée, j'entends. Le droit de propriété, pourquoi est-ce qu'il est souvent invoqué ? C'est parce que donc en 1804, le Code nous a dit, et c'est d'ailleurs la formulation toujours en vigueur aujourd'hui, que la propriété, c'est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. C'est souvent une partie qu'on oublie, ça. Mais aussi que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. D'accord. Et donc on a le mot sol dans le Code civil, qui est l'assise du droit de propriété, et de manière plus politique que juridique finalement, puisqu'on pourrait tout à fait avoir une loi qui vienne limiter l'usage du sol sur un propriétaire. On a considéré que le sol était véritablement dans le giron, le cœur peut-être, l'axe fondamental du droit de propriété. Voilà. D'accord. Donc le sol, en fait, ne se pense que dans une dimension foncière en France. De manière très majoritaire. La deuxième excuse, et d'ailleurs c'est un élément qu'on retrouve dans les débats, même jusque dans les débats récents de la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, c'est de dire que vouloir protéger les sols, et là en l'occurrence c'était vouloir inscrire les sols au titre du patrimoine commun de la nation, donc l'article L110-1 du Code de l'environnement, relevait du déshonneur pour les agriculteurs. D'accord. C'était des mots très forts, donc il y avait la peur, la gêne, l'inquiétude, le déshonneur, et ça revenait à dire qu'on infantilisait les agriculteurs comme si on les considérait comme n'étant pas capables de préserver les sols qu'ils exploitaient au quotidien. D'accord, c'est assez très fort. Contre-intuitif. Ouais. On pourrait quand même imaginer que les agriculteurs soient les premiers à vouloir ça. À vouloir il est vrai qu'on observe quand même une instrumentalisation politique du groupe agriculteur comme s'il formait une unité. Ouais. Contre les gens qui voudraient protéger les sols, alors qu'il y a énormément d'initiatives qui montrent que ça se fait main dans la main avec le monde agricole, puisque de toute façon l'agriculture c'est plus de 60% du territoire français. Donc si on veut protéger les sols, s'intéresser au sol agricole c'est quand même déjà un bon levier, mais pas que. D'accord, c'est très intéressant. Et comment vous donc ce que vous dites, c'est qu'il y a finalement il y a la constitution de lobbying qui ne représente pas forcément agriculteurs, je veux dire, qui représente pas forcément la réalité des choses après sur le terrain, si je dis. En fait, il y a plusieurs forces agissantes. Alors certes,
pour une raison que j'ignore, il y a effectivement cette résistance du syndicat majoritaire agricole sur le sujet des sols, en considérant que c'est pas quelque chose qui doit pénétrer finalement le monde environnemental et qui doit rester dans le monde de ceux qui ont un usage du sol. Donc on a vraiment deux conceptions qui s'opposent. Le sol, on l'utilise, on l'exploite. C'est pas un milieu qu'on protège, c'est pas comme une forêt ou autre. Il n'y a pas d'aménité paysagère sur le sol. D'ailleurs, souvent c'est moche, un sol. C'est poussiéreux, c'est la saleté, c'est des bêtes pas très sympathiques aussi. Ouais. Les araignées, les coléoptères, ça fait peur. Il y a un côté mystérieux. Et puis, alors, il y a un philosophe qui a écrit sur le fait que ça évoque aussi la mort. On retourne à la terre, etc. On peut extrapoler sur tout un tas de domaines, mais le sol a un imaginaire assez négatif quand même. Donc, les forces agissantes, c'est aussi que, à l'opposé, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de véritable plaidoyer associatif sur les sols. Par exemple, chez France Nature Environnement, le sol était traité sous l'angle des pollutions et nuisances, et essentiellement par le pôle risque industriel. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont évolué, mais là, je vous parle de 2015-2016. C'est une construction d'un discours politique et d'un enjeu politique qui est très récent, en fait. Et donc, le sol n'est compris que comme un contenant, en fait. On ne fait jamais attention véritablement au sol en tant que tel pour lui-même. C'est ça. Alors, un contenant, mais un matériau. Et un matériau. Une ressource. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend du sol ? On attend qu'il ne bouge pas, surtout. Dès qu'il y a des mouvements de sol, donc glissement de terrain, coulée de boue, tremblement de terre, en fait, donc c'est du risque, c'est de la catastrophe. Donc, on veut qu'il soit stable. On veut qu'il soit productif, donc là, on a des concepts de fertilité. Et on veut qu'il soit non toxique, donc là aussi, on a des concepts encore très anthropocentrés. Et le droit des pollutions et nuisances est guidé par le concept de compatibilité. C'est-à-dire, il faut que l'état du sol soit compatible avec l'usage projeté. Et à partir de là, ça suffit. Ouais, on a vraiment une vision utilitariste en fait du sol. Tout à fait. Sauf exception. Mais ça commence à bouger quand même un peu, puisque récemment, y a cette notion de protection du sol qui émerge quand même, en tout cas cette préoccupation qui émerge, et qui se traduit peut-être par la notion de biodiversité ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du coup sur le plan biodiversité, comment les choses arrivent ? Oui, je pense que pour ça, il faut dézoomer et regarder à l'échelle internationale. Ce qui s'est passé à l'échelle internationale là, donc ces dernières années, c'est que on voit un regain d'intérêt, un intérêt nouveau pour le land. Alors le land, nous en français, on le traduit par le mot terre. Il se trouve que le soil est un élément du land, terre. Donc, ça marche aussi. C'est simplement qu'on en a une compréhension un peu trop restrictive parce que le mot terre renvoie plutôt aux terres agricoles. Donc, on va avoir l'impression que c'est une politique de consommation des terres agricoles. En réalité, c'est plus que ça. Le mot land, c'est une approche paysagère qui comprend le sol, mais aussi la végétation qui y croît, les espèces animales qui y vivent et le paysage que ça constitue. Donc c'est délibérément environnemental. Mais ça passe par une politique de préservation des terres, c'est-à-dire de lutter contre le changement d'usage des terres. Donc en anglais, ça va être le land use change. Ça serait l'idée de passer d'une surface forestière à une surface urbanisée ou agricole, par exemple. Et donc là, on voit que ça devient le land use change devient un enjeu de politique publique internationale. Il est intégré dans les objectifs du développement durable de l'ONU, qui est censé guider l'action des États et l'action de la communauté internationale dans ce domaine, et qui fixe un objectif d'absence de dégradation neutre des terres. Et donc là, c'est le Zero Net Land Degradation qui voit le jour au virage des années 2010. Donc là, on est entre 2015 et 2017. Porté parallèlement par la publication du rapport de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, donc le GIEC de la biodiversité, qui porte sur la dégradation et la restauration des terres. Donc on a déjà un état des lieux des connaissances sur le sujet, puisque c'est à ça que ça sert l'IPBES.
En parallèle, l'Union européenne qui, elle, par contre, a toujours été motrice dans la question de la protection des sols, et non pas du land, du soil, et qui s'est fait en fait envoyer dans les cordes avec sa proposition de directive cadre qu'elle avait portée dès 2002, puis 2006 pour que ce soit abandonné en 2014, revient à la charge avec des communications, avec ensuite 2021 une proposition du Parlement européen, une nouvelle stratégie qui débarque avec donc le concept de santé des sols et potentiellement, à l'horizon 2023-2024, une nouvelle directive. Donc là, on voit qu'à ces échelles, les choses évoluent et le sol devient un enjeu de protection. Mais le ZAN, tel qu'il est pensé aujourd'hui en France, du coup, va plus loin que ce qui a été pensé au niveau de ce que vous venez d'expliquer, le LAN avec le zéro dégradation nette, en fait. C'est ça. Alors, je dirais plutôt qu'il a un angle. Il a un angle plus pointu que le Zero Net Land Degradation, puisque, alors, je pense que là, on a perdu un peu de contenu dans la traduction. Nous, on a traduit ce Zero Net Land Degradation et plutôt, en fait, le Zero Net Land Take, qui lui était porté à l'échelle européenne, donc c'est land take, c'est pas land degradation, donc on est plus proche de l'artificialisation, par le ZAN. On a choisi de garder le mot artificialisation parce qu'il avait une histoire politique française, parce qu'il avait été construit par les services statistiques du ministère de l'Agriculture pour mesurer la consommation des terres agricoles à la base, puis naturelles et forestières. Et on s'est dit qu'on allait lui donner une définition juridique, puisque de manière très surprenante, jusqu'à 2021, le mot artificialisation n'avait pas d'existence juridique. Toutes les règles d'urbanisme adoptées depuis les années 2000 visaient à lutter contre l'étalement urbain, porter des politiques de densification, limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais le mot artificialisation n'avait pas sa place dans les documents d'urbanisme. Et c'est là où la loi climat et résilience de 2021 est venue apporter un véritable changement de paradigme. Vous pouvez tout à fait développer, parce qu'on est évidemment passé sur l'angle d'artificialisation. Peut-être aussi nous clarifier un peu les notions entre artificialisation, imperméabilisation. Voilà, c'est évidemment pas tout à fait la même chose, mais si vous pouvez aussi dire un mot sur ces sujets-là. Bien sûr, oui, on va définir un peu les termes. Et, donc sur la notion d'artificialisation, je me référerai aux conclusions du rapport de l'INRA qui a été publié en 2017. Donc il y a une expertise scientifique collective qui portait sur artificialisation des sols, déterminant impact et levier d'action, qui réalise un état de l'art, alors quasi exhaustif, des connaissances scientifiques publiées sur un sujet donné. C'était une étude qui était commandée par le ministère de l'Environnement, par l'ADEME et le ministère de l'Agriculture conjointement. Donc c'est un processus de réponse à de la commande publique. La DEPE est saisie de demandes en amont, pour préparer des politiques publiques. Donc on voit bien que dès 2015, année de la saisine, déjà les ministères étaient sur le sujet. Et 55 experts donc sont mobilisés sur cette question de l'artificialisation, et leur première réaction a été de dire mais c'est pas un sujet scientifique. On n'a pas en fait un champ disciplinaire de l'artificialisation. Vous nous demandez de mesurer l'impact de l'artificialisation des sols sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur la qualité en ville, etc. Mais on ne peut pas chercher par mots-clés le mot artificialisation, impact, et en définir de manière précise et exhaustive un impact donné. Puisque ça va dépendre de la forme urbaine, ça va dépendre de la densité des villes, ça va dépendre de la couverture de sol, de tout un tas de facteurs. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte très vite que le mot valise avait une compréhension générale dans l'imaginaire collectif des Français,
mais qu'en réalité, si on voulait vraiment y attacher des données, c'était quasiment mission impossible. D'accord. Mais les experts ne se sont pas découragés et on a quand même conduit à des conclusions qui sont que déjà, il fallait, en fait, si on souhaitait continuer à utiliser ce terme, eh bien lui donner une définition nouvelle. Il fallait commencer par ça. Donc il fallait sortir de cette définition consommation ENAF, c'est-à-dire en France, tout ce qui n'est ni agricole, ni naturel, ni forestier est artificialisé, pour y donner une définition qualitative. Et c'est cette définition qualitative qu'on retrouve aujourd'hui dans le Code de l'urbanisme. Mais donc c'est vraiment intéressant parce que vous nous dites que l'artificialisation ne peut pas se qualifier. En tout cas, elle ne peut pas poser un référentiel et quelque chose qui soit scientifiquement solide et réplicable surtout. C'était ça l'enjeu, de pouvoir comparer les territoires. Et en même temps, le mot reste utilisé prioritairement dans une réglementation qui fait un joli petit nom maintenant avec le zéro artificialisation nette, le ZAN, dont tout le monde parle. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas de possibilité scientifique de définir, de qualifier, de répliquer une notion, et en même temps, politiquement, c'est celle-là qui est choisie pour être utilisée, pour qualifier les choses. Comment est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ? Alors, j'ai pas d'explication, mais c'est vrai que le mot nous force à nous éduquer. Ouais. Ça appelle à un apprentissage de se poser la question. Moi, je le fais systématiquement, donc j'enseigne dans des masters d'urbanisme, dans des masters d'aménagement. Donc, c'est des gens qui vont derrière manipuler ces notions-là, qui vont les mesurer, etc. Et très peu, même s'ils sont en master 1, master 2, très peu sont capables de me donner une définition correcte. Oui, alors, mais ce que j'observe, c'est que de moins en moins, on fait le synonyme avec bétonisation. Oui. Parce que c'était le mot, voilà. C'est pas tout à fait ça, c'est plus subtil que ça. Donc ça, on voit que ça disparaît, alors que c'était quand même assez répandu dans les discours politiques aussi. Le département qui disparaît tous les 10 ans, la bétonisation des terres, on se rend compte que c'est plus complexe que ça. Et, la bétonisation est associée à l'urbanisation. Plus dans l'imaginaire, me semble-t-il. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, on commence à distinguer des notions. Donc, il y a l'artificialisation, il y a l'urbanisation, qui est le processus d'extension des villes, et puis il y a l'imperméabilisation, qui, elle, est l'atteinte à carrément à l'ensemble des propriétés du sol. Donc, à la limite, on peut avoir peut-être encore imperméabilisation, artificialisation, qui n'est pas très claire. Et puis derrière, l'effet un peu pervers de se dire, bon, ben, si c'est pas imperméabilisé, alors c'est pas artificialisé. Et oui. Et alors qu'en fait que non. Alors que toute imperméabilisation est une artificialisation. Oui. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Et surtout, en fait, il faut croiser la propriété du sol avec l'usage qui en est fait. Par exemple, pour un sol de jardin, il va avoir des propriétés écologiques, donc c'est un sol qui va rendre des fonctions, mais qui ne va pas avoir un usage agricole, naturel ou forestier, puisqu'il est en résidence. Et donc ce croisement propriété et usage fait que il rentre dans la catégorie artificialisée. Ouais, tout à fait. Alors même qu'il peut y avoir plus de biodiversité dans un jardin que tout à fait que dans une terre agricole qui n'est plus. Et ça, c'est un argument qui ressort systématiquement. Mais pourquoi est-ce que les terres agricoles sont pas considérées comme artificialisées alors qu'elles peuvent être très pauvres en biodiversité ? Tout à fait. Oui, alors c'est cette question de la classification avec le décret qui a posé une nomenclature qui est extrêmement critiquée aujourd'hui. Et c'est vrai que on se demande si c'est vraiment opérant, en fait, et si ça touche son but. Est-ce que ça touche son but ? Est-ce que c'est efficace, finalement ? Et puis, deuxième question, je vous la pose aussi, c'est que on constate en France, enfin en tout cas on a mesuré en France une artificialisation de environ 10% du territoire. Alors évidemment, en fonction des méthodes de calcul, on est entre 5 et 10. On peut considérer que c'est peu, finalement.
10% du territoire. Donc, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une réglementation qui s'agite sur l'artificialisation pour tout interdire et voilà. Évidemment, c'est une question un peu provoque, mais quand même, ça se pose. Je vous l'accorde. Alors, il y avait une première question. Oui, c'était sur la nomenclature et la classification. Alors, ce qui est gênant avec cette nomenclature, c'est qu'elle apporte de la confusion. Et que tout le travail qui a été réalisé en amont de la loi climat, et également par la Convention citoyenne, puisque ça vient quand même de là aussi, sur l'artificialisation, est brouillé par ce décret. Je m'explique. Donc on a désormais, dans le Code de l'urbanisme, L101-2-1, une définition juridique de l'artificialisation qui définit l'artificialisation comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions d'un sol. Donc on a une définition très environnementale, qui d'ailleurs, si on remplaçait le mot artificialisation par le mot dégradation, ça serait tout à fait correct. On pourrait dire la dégradation d'un sol, c'est l'altération durable de toute ou partie de ses fonctions. Tout à fait. Donc, d'où l'idée de dire que artificialiser, c'est dégrader. En fait, c'est de la qualification d'un impact. Ce qui, du coup, aurait davantage sa place dans le Code de l'environnement que dans le Code de l'urbanisme. Là, c'est comme si on avait taillé une réforme pour le droit de l'environnement et qu'on voulait la faire porter au droit de l'urbanisme qui, lui, a pour objet uniquement la répartition des activités sur le territoire. Bien que le Code nous dise aussi que le territoire, c'est le patrimoine commun de la nation. Mais on ne va pas s'en plaindre puisque c'est assez remarquable et qu'on observe depuis une quinzaine d'années une véritable convergence de ces deux branches du droit. L'urbanisme et l'environnement vont quand même aujourd'hui de pair. Donc quelque part, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour le droit de l'urbanisme que de s'incarner véritablement dans un rôle de protection des milieux, lui aussi. Et de ne plus être qu'un droit d'équilibre entre les différents objectifs d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est un sujet en soi. Et donc on a cette définition, moi, que je considère ambitieuse vis-à-vis du sol, parce qu'elle est extrêmement novatrice par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent sur l'objet sol, et je ne m'intéresse pas à l'artificialisation là. Et derrière, dans le même article, on nous explique que pendant 10 ans, on ne va en réalité s'intéresser qu'à la question de la consommation des ENAF. Donc en fait, on neutralise juridiquement une définition qu'on vient d'adopter, et on laisse planer dans le même temps un flou qui pourrait être interprété comme voulant dire que pour les documents de planification, la définition de l'artificialisation qui va être utilisée, c'est celle qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire consommation des espaces, alors que pour les projets, la définition qui sera utilisée, ça sera celle de l'atteinte aux fonctions. Donc on a ce double niveau de définition, sachant que derrière, le Code de l'urbanisme n'a pas vocation, lui, à s'intéresser si peut-être... J'allais dire s'intéresser au projet, mais si, parce que dans l'urbanisme opérationnel, il y a beaucoup de contenu, donc je retire. Mais ça va assez loin, tout de même. Et là où on peut se dire, pourquoi est-ce qu'un aménageur aurait envie de faire un effort pour limiter l'artificialisation de ses sols à l'échelle de son site d'aménagement, si derrière, pour la planification, de toute façon, le site sera considéré et calculé et mesuré à 100% comme étant artificialisé. Tout à fait. Moi, si j'étais aménageur, je me gratterais la tête. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, sur la question de est-ce que vraiment c'est utile ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a besoin d'aller d'interdire ? Alors, c'est extrêmement utile parce que, bon, déjà, si on se compare, on est très gourmand à l'échelle européenne. Je crois qu'on est le 3e pays qui a un plus haut taux d'artificialisation annuel. C'est lié au fait qu'on a beaucoup d'espace aussi. Oui, en fait, c'est ça, c'est lié. En fait, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les enjeux. C'est ça. La France, c'est la plus grande surface agricole utile. La France, c'est le territoire, le plus grand pays de l'Union européenne. On n'a pas du tout la perception de la rareté. C'est ça.
Aux Pays-Bas, ils n'ont pas du tout cette même approche. Ils sont plus dans une approche de gagner de la terre plutôt que d'en détruire. Donc nous, on a l'impression finalement qu'on ne va jamais manquer de rien. Mais ça relève aussi du fait qu'on considère que l'enjeu des sols est un enjeu local, au mieux national, et encore, on a du mal à voir ce que l'État pourrait venir mesurer comme qualité des sols dans les territoires. Est-ce que c'est un enjeu national ? On se le figure mal. Donc, on a du mal à se dire que la création d'un aménagement à l'entrée d'une ville va se répercuter à l'échelle nationale, européenne, voire internationale. On n'a pas de vision globale du sujet, puisque on n'est pas du tout dans un milieu mobile, à l'inverse de l'air ou de l'eau, qui va traverser des frontières. Et donc, à l'échelle locale, l'artificialisation n'est pas perçue du tout de la même façon. Mais là où il faut tout de même qu'on fasse un effort commun en fait, sur ce sujet-là, c'est qu'au rythme où vont les choses, en fait, si on regarde à l'échelle mondiale, il y a près de 60% des terres qui sont dégradées dans le monde. Et la pression va se faire de plus en plus forte. Et aujourd'hui, en plus, quand on urbanise autour des villes, et les villes se sont constituées où, en général, c'était là où il y avait des bonnes terres agricoles. Et donc, on est en train, aujourd'hui, peut-être, d'altérer nos facultés futures. Bien que je reste assez mesurée sur ce point-là, puisque l'argument de coupler souveraineté alimentaire et artificialisation n'est pas un argument qui a pu être démontré scientifiquement, notamment dans l'ESCO. On n'a pas trouvé de données scientifiques qui établissent un lien entre l'artificialisation des sols des 20 dernières années et la perte d'une productivité agricole. D'accord. Et est-ce qu'on arrive à faire le lien pour les autres fonctions du sol ? On le voit, on l'observe à l'échelle locale. On observe en effet qu'il y a une dégradation de la biodiversité de manière très locale, que la fragmentation des habitats entraînée par l'artificialisation, elle, a des impacts à l'échelle régionale, voire nationale, puisque la fragmentation de l'habitat est un des premiers facteurs d'érosion de la biodiversité. Et également sur l'eau. On le voit que ça joue sur les risques d'inondation, que ça joue en fait sur le cycle de l'eau en général. Donc on arrive à faire le lien pour toutes les autres fonctions, mais pas pour la dimension alimentaire. Est-ce que c'est un problème de mesure, ou d'outils ? Ou je pense que c'est une question de sujet de recherche. Ouais. Une question de sujet de recherche, il faudrait vraiment établir ça et à mettre en parallèle aussi avec l'augmentation de la productivité agricole, qui, elle, est un problème en soi aussi, qui peut avoir ses propres impacts. Donc en fait, la question, c'est jusqu'où est-ce que je considère que j'ai une marge de manœuvre en augmentant ma productivité pour compenser mes pertes de terres agricoles. Et le deuxième point, c'est que c'est lié au fait qu'aujourd'hui, la limitation des surfaces agricoles n'est pas que liée à l'artificialisation, qu'elle est aussi liée au non-renouvellement des exploitations et à l'enfrichement. Donc l'artificialisation n'est pas responsable de tous les maux de l'agriculture, c'est ça mon sujet. C'est noté. Est-ce qu'on peut peut-être maintenant aborder le ZAN et en tout cas l'impact de cette nouvelle réglementation sur l'aménagement, sur l'aménagement du territoire? Est-ce que vous parliez tout à l'heure de changement de paradigme? Est-ce que c'est un changement de paradigme pour l'aménagement, pour le secteur de l'aménagement? Et comment concrètement, parce que le ZAN très concrètement, ça réduit les possibilités d'aménager, en tout cas de trouver des espaces pour aménager. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes véritablement pour la production de la ville et donc répondre aux besoins sociaux comme se loger, en particulier se loger, mais aussi travailler, etc. C'est là où la réponse à votre question est difficile à donner, puisque on s'aperçoit que l'artificialisation des sols, en fait, c'est l'aménagement du territoire, et c'est multidisciplinaire, et c'est territorialisé, et donc c'est difficile de donner une réponse qui soit valable pour toutes les situations. Moi, ce que j'observe, en parlant du changement de paradigme du point de vue juridique, c'est qu'avec la mise en place de ce nouveau régime,
Et alors, pas que la définition de l'artificialisation, puisque finalement, ça, c'est qu'un des aspects de la réforme, mais les obligations d'état des lieux qu'elles vont imposer aux communes dans leur PLU, PLUI, le fait d'avoir d'abord un programme de densification avant de pouvoir éventuellement ouvrir, et aussi le fait de geler les décisions d'urbanisme dans l'hypothèse où, d'ici 4 ans, elles ne se seraient pas climatisées, entre guillemets. Là, on voit que la question de la consommation de l'espace, de la sobriété foncière, en fait, a atteint un niveau juridique de l'obligation de résultat. Jusqu'à présent, on se limitait à une obligation de moyens, où les SCOT et les PLU devaient, à l'occasion de leur révision, faire des bilans de consommation et des projections de développement pour justifier leur partie d'aménager. Et le juge, si jamais il était saisi d'un recours administratif d'un de ces documents de planification, contrôlait les chiffres, mais à l'aune de l'erreur manifeste d'appréciation, donc c'était pas à lui de juger du parti d'aménagement de la commune, et s'il n'y voyait pas d'erreur grossière, on va dire, se contenter de regarder si une certaine forme d'équilibre n'était pas rompue entre les espaces agricoles et naturels qui étaient projetés pour être à urbaniser et les espaces déjà urbanisés de la commune. Aujourd'hui, demain, je pense qu'il va y avoir des nouveaux contentieux qui vont être plus stricts, parce que le juge a de nouveaux pouvoirs, finalement, et on voit déjà un changement qui s'amorce, puisque des documents de planification, alors je pense par exemple au PLUI de la métropole de Toulouse, mais aussi le SCOT du Pays de Brest, des territoires assez conséquents, qui ont été annulés par les juridictions, sur l'argument de la consommation et des ENAF. Et donc là, on voit ce changement de paradigme. C'est qu'il va falloir parvenir à un résultat. Et donc, forcément, ça va jouer sur l'aménagement. Mais c'est là où il va falloir, quelque part, se méfier du ZAN, puisque cette densification, il a été démontré dans l'ESCO de l'INRA que sur l'objet de nature en ville et de biodiversité, si cette nature en ville, elle parvient à se maintenir, même dans des milieux très contraints, il y a un effet de seuil à ne pas atteindre, qui, s'il est atteint, fait basculer complètement la biodiversité, et là, elle disparaît, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, il va falloir aussi ajuster et faire en sorte que les politiques de densification aient en mémoire cet argument-là, qu'il faut aussi maintenir cette fameuse nature en ville. Donc, ça veut dire qu'il faut densifier, mais pas trop. Oui. Voilà. Et que pour densifier, mais pas trop, il faut pouvoir répondre aux besoins ailleurs. Et là, je vous pose la question de la réalité du besoin. Alors, est-ce qu'on peut en parler ? Parce que... Qu'est-ce que vous entendez par là ? La réalité du besoin, c'est-à-dire travailler le besoin différemment, le penser différemment, le mesurer différemment. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, et puis aussi accompagner les collectivités vers de la rénovation urbaine plutôt que vers la construction de logements. Et on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais quand on observe... Donc moi, je travaille dans une école qui forme des géomètres topographes, qui, eux, ensuite partent en stage. Et quand je leur pose la question de « Mais vous faites encore des lotissements individuels ?» Alors, je précise que je suis dans l'ouest de la France, donc la Bretagne, qui est quand même identifiée en rouge écarlate sur la carte de l'artificialisation des sols, donc c'est pas très bon signe. Me disent, oui, on a sorti qui 40 maisons, qui 35 maisons. Et je leur dis, mais c'est quoi ? C'est du logement individuel. Donc, le changement de paradigme, visiblement, il n'est pas arrivé partout encore. Et c'est là où, quelque part, imposer cette nouvelle forme d'aménagement peut être douloureuse pour des maires qui n'avaient pas cette tradition-là, cette capacité à penser aussi l'aménagement différemment. Et c'est là où il va falloir nécessairement, mais là j'excède mes compétences, des accompagnements techniques, j'imagine, de la part d'urbanisme et de bureaux d'études. Bien sûr. Et donc selon vous, alors évidemment on fait un peu de la fiction là, mais quel va être le comportement des élus par rapport à ça ? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. C'est votre avis, évidemment, c'est pas... Je pense que le comportement des élus, il sera aussi grandement dépendant du comportement du gouvernement. Et là, moi, ce que je vois en tant que citoyenne et puis en tant que citoyenne intéressée et chercheuse du sujet, c'est que la posture du gouvernement est très ambiguë. À la fois, ils ont
porter cette loi climat. Ils y étaient favorables. Et en même temps, on voit bien que le seul décret qu'ils ont pris n'est pas compris, que c'est un décret qui traduit en fait un manque d'ambition de la réforme, notamment parce qu'il fait un énorme cadeau aux carrières qui jusqu'à présent avaient toujours été considérés comme des espaces artificialisés et qui d'un coup de baguette magique juridique se voient passer dans la catégorie espace non artificialisé, ce qui est quand même assez remarquable. Et derrière, un décret qui fait l'objet d'un recours qui n'est pas défendu par son propre ministre. Et donc, forcément, les élus sont dans cette posture d'attente et on ne peut que les comprendre. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, et c'est là où je me méfie un peu, c'est que vous allez avoir des propositions de loi, là, dont il y en a une qui est sortie, enfin qui n'a pas été adoptée, c'est une proposition de loi notamment portée par le sénateur Blanc, qui invoque quasiment le droit à artificialiser 1 hectare par commune. Là, le ministre a été très clair. Ce qui, en fait, Ils ont dit non. Enfin, oui, mais parce que 36 000 communes fois 1 hectare, ça fait 36 000 hectares. Bien sûr. Ce qui est deux fois, en fait, mais ce qui est 2 fois supérieur à ce qu'on consomme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 19 000 hectares par an. C'est quand même dingue, pardon, mais qu'on ait le culot de profiter d'une avancée pour y intégrer une régression. Mais c'est ce que vous dites, c'est une proposition de loi issue d'une mission conjointe du Sénat, et ça traduit finalement le fait que la loi n'a pas été comprise, ni toute la dimension pédagogique et de co-construction de cette loi n'a pas été faite. Et puis il se joue un jeu d'acteurs très fort ici, c'est que vous avez une lutte classique entre l'État et les collectivités territoriales sur la compétence urbanisme qui a été décentralisée dans les années 80, et la volonté farouche de collectivités de conserver leur autonomie sur cet objet-là. Chaque sujet sachant aussi que ce qu'on observe de la part de communes qui notamment ont procédé à des requalifications de zonage, donc c'est-à-dire qui avaient des zones à urbaniser, mais qui finalement s'étaient rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de projet, et qui à l'occasion d'une révision du PLU ont basculé ces zones en agricoles ou naturelles comme à leur destination initiale, s'appuie finalement sur des lois de ce style ou des soi-disant injonctions de l'État pour se dédouaner quelque part vis-à-vis des propriétaires qui, eux, subissent, entre guillemets, ce reclassement. Et ça, c'est un jeu classique. L'État a bon dos et on le remercie pour ce genre de choses. Alors, sur l'aménagement, on a vu que la question, c'était aussi le besoin et comment on arrive à le redéfinir et le retravailler. Dans la loi climat et sur la réglementation ZAN, il y a une dimension forte, une place en tout cas importante pour la renaturation et la dimension de la lutte contre l'artificialisation, à l'échelle aussi des opérations, comment on peut faire. Il y avait cette séquence éviter, compenser, réduire qui finalement doit être reprise, qui est une séquence qui était plutôt liée à l'opération mais qui doit être reprise dans l'esprit ZAN. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur l'efficacité de ces séquences ERC? Est-ce que véritablement on peut éviter? Est-ce qu'on peut compenser? Est-ce que ça marche? Et est-ce qu'on peut renaturer? Est-ce que ça marche aussi ou pas? Alors, déjà, quand on est juriste en droit de l'environnement, on a tendance à se méfier de tout mécanisme de compensation. Cette méfiance, elle est étayée par nos collègues géographes et écologues. Et je fais référence notamment à des articles qui ont été publiés par des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont analysé la concrétisation des mesures compensatoires, notamment dans le cadre de projets d'infrastructures routières, et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait jamais, quasiment pas, absence de perte nette, et qu'il n'y avait jamais gain de biodiversité, qui sont quand même les 2 objectifs fixés par le législateur en matière de compensation des atteintes à la biodiversité. Donc on est face à un système qui, bien qu'étant éprouvé, puisque figurant dans la loi depuis un certain nombre d'années, en fait ne fait pas ses preuves.
Et donc, quand un nouveau mécanisme de compensation arrive, on peut se dire, est-ce qu'on va tirer les leçons des échecs du passé, ou est-ce qu'au contraire, on va ne faire que reporter des méthodes, tout en sachant que de toute façon, elles ne sont pas satisfaisantes du point de vue de la restauration des milieux. Et là, c'est là où il y a un grand doute, en fait, sur cette opération de désartificialisation qui va nous permettre d'ici 10 ans de nous fixer sur une trajectoire ZAN. C'est-à-dire que la définition qui est donnée dans le code de l'urbanisme est à la fois exigeante et aussi assez laxiste, puisqu'elle comporte encore une fois un double niveau. Donc on nous dit la désartificialisation ou renaturation. Donc déjà, on comprend que c'est synonyme. Oui. Moi, c'est ce que j'entends. Consiste en des actions donc plus ponctuelles ou opérations, moi j'entends donc plus complexes, plus générales, visant à améliorer ou restaurer une des fonctionnalités du sol, donc dont la vocation agricole, puisque ça fait partie de non artificialisés. Et là, en fait, il y a des mots clés super intéressants. Il y a le mot restaurer. Et le mot restaurer, dans le droit de l'environnement, il fait écho à la restauration écologique, c'est-à-dire en fait la forme la plus exigeante de remise en état des milieux, puisqu'elle consiste à essayer de replacer un écosystème sur sa trajectoire initiale de développement, avec une intervention minimale et une observation dans le temps très longue, pour voir comment est-ce que le milieu se restaure. En général, ce sont des opérations qu'on réserve aux espaces naturels protégés, puisqu'on sait que derrière, il n'y a pas de pression temporelle sur ce que va devenir l'espace, et il va rester affecté à sa vocation naturelle, donc en exigeant sur la restauration. Donc ça peut être super. On voit aussi le mot renaturation. Alors le mot renaturation, il existait déjà dans le domaine de l'eau, renaturation des berges par exemple, dans les politiques de restauration des trames bleues. On le voit aussi dans des documents de gestion d'espaces naturels protégés. Moi, je l'ai retrouvé par exemple dans des documents de réserve naturelle, où les gestionnaires mènent des opérations de renaturation forestière, c'est-à-dire prendre des forêts d'exploitation, je crois qu'en l'occurrence c'était des peupleraies, et faire en sorte que ces espaces forestiers retrouvent une vocation naturelle, donc un fonctionnement proche d'une forêt, comme s'ils n'avaient pas été en exploitation à un moment donné. Donc pour moi, c'est pas un mot qui me dérange particulièrement, que je trouve plutôt intéressant parce qu'il existe déjà plutôt dans les politiques publiques davantage que dans le droit, mais visiblement ça ne serait pas un concept scientifique. J'ai pas mal de collègues, notamment des sciences du sol, qui disent « mais moi la renaturation je connais pas, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de méthode visiblement derrière ce mot-là ». Et le risque serait ici que, pour le ZAN en tout cas, si on désartificialise en se concentrant sur une fonction, et que cette fonction, par exemple, ça soit habitat de biodiversité, et donc qu'on se contente de mettre de la couverture végétale pour recréer une sorte de fonction d'habitat, mais sans s'intéresser à l'état initial, puisque de toute façon, dans la plupart des cas, on ne l'aura pas. Donc on ne sait pas si c'est un retour véritable à l'état du sol tel qu'il était avant d'être artificialisé, ou si c'est juste en fait la remise en état d'une fonction donnée. Donc là, ça peut être finalement décaper un parking, mettre 1 mètre de terre végétale, et encore, apparemment 1 mètre c'est ambitieux, et une couverture. Et en plus de ça, si ma mesure de l'artificialisation derrière ne s'opère que par télédétection, puisque c'est ce qui est pressenti, il suffira de voir que j'ai de la végétation non ligneuse, et donc tac, c'est bon. C'est classé. Ça change de croix dans la nomenclature. C'est ça, oui. Là, ça peut être, on peut être véritablement perdant. Perdant en termes de qualité environnementale d'un espace. Parce qu'on aura quand même détruit un sol pour en semi-restaurer un autre. Et surtout, le deuxième point qui pose question aujourd'hui, c'est que la loi ne nous dit rien sur le devenir de ces sols qui auront fait l'objet d'une désartificialisation. Oui.
Ouais, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils pourront être réartificialisés dans 10 ans Qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces-là? Oui, pourquoi faire? Yeah. Finalement, ça réinterroge le besoin dont on parlait tout à l'heure de la ville, comment le projet de territoire, en fait, comment il s'articule. On voit bien que c'est la limite de cette réglementation ZAN, où finalement, ce qu'on cherche plus, c'est un équilibre dans la ville, entre l'urbain, l'urbanisation, le besoin social et l'équilibre naturel. C'est ça. L'enjeu, en fait. Alors, oui, et en même temps, j'aurais envie de vous dire que l'enjeu, c'est aussi de profiter de ce moment-là où tout le monde parle de l'artificialisation et donc des sols, pour se reposer la question de quelle valeur est-ce qu'on accorde au sol, et quelle valeur est-ce qu'on accorde aussi au sol intra-urbain. Parce que, encore une fois, là, la façon dont le ZAN est construit, c'est autour d'un équilibre de 6 composantes, dont la protection des sols naturels, et agricoles et forestiers, et la protection de la nature en ville, mais sans qu'il soit fait référence au sol. Donc ça voudrait dire qu'en intra-urbain, on pourrait se retrouver avec de la nature en ville hors sol, sur façade, sur toiture, en respectant cet équilibre du ZAN. Ouais. C'est intéressant. Et là, moi, où je me pose la question, c'est quelle est la valeur des sols non imperméabilisés urbains qui pourraient être reconnus de manière à ce que ils ne soient pas que de la réserve foncière. Bien sûr, ouais. On revient. Parce que leur localisation, leur rareté, puisque c'est quand même assez rare, un sol non imperméabilisé en ville, et de nature à lui accorder une valeur différente. Bien sûr. Cette question de la valeur, on n'a pas encore trouvé le moyen, effectivement, et y compris économique, de valoriser des terrains qui ne sont pas destinés à être imperméabilisés ou urbanisés ou construits. Non, on pourrait les valoriser en les reconnaissant, par exemple, patrimoine commun d'une collectivité. Avec quel statut, alors? Est-ce que le statut patrimoine commun... Moi, je ne trouverais pas ça inintéressant d'avoir suis d'accord avec vous. Certains sols urbains patrimonialisés par le fait qu'ils soient traversés par un très grand nombre d'usagers, que peut-être ce sont des espaces un peu de liberté pour des enfants qui vont faire du VTT le mercredi après-midi. Ça a une valeur. Et ça pourrait être reconnu par une politique proactive de la ville et qui pourrait tout à fait le préserver par des outils classiques juridiques de maîtrise foncière et d'OAP, par exemple. Est-ce que c'est un concept qui est porté aujourd'hui par des associations? C'est un concept très minoritaire. De toute façon, seul patrimoine commun en général... dans la société civile, ça arrive, mais ailleurs, moins rapidement, on va dire. Et que... Ouais, pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Un livre est sorti récemment qui s'appelle La ville stationnaire. Je ne sais pas si non, je ne connais pas. C'est Monsieur Bioux, qui est directeur de l'AREP, avec 2 co-auteurs dont évidemment malheureusement là je n'ai plus les noms en tête, et dans leur livre ils développent notamment le concept de ZAB, c'est-à-dire de zéro artificialisation brute. Qu'en pensez-vous? Bah oui, en fait ça serait arrêté et pas mais c'est encore plus restrictif du coup. Tout à fait. Mais est-ce que pour vous c'est une piste efficace, envisageable et efficace surtout pour l'ambition en fait qui est quand même de préserver les sols? Je pense que oui, c'est sûr que en fait on voit bien que le taux d'artificialisation il est 2 fois supérieur à la croissance démographique. Donc ça revient à cette question du besoin de qu'est-ce qui fait qu'on continue à artificialiser, où les gens veulent vivre. Pourquoi est-ce qu'on a conduit cette politique d'hypermétropolisation qui pousse les gens à habiter autour des grandes villes? Est-ce que le Covid va changer les choses? Est-ce que le télétravail va changer les choses? Nécessairement. Après, dans quelle proportion? Très bien. Écoutez, pour finir, peut-être, est-ce que on peut essayer de se projeter dans les 20-30 prochaines années, c'est-à-dire à horizon 2050, finalement, c'est ça que pose la loi comme horizon.
Comment vous voyez les choses en matière de protection des sols? Comment, selon vous, ça va évoluer? Vous parliez tout à l'heure de recours qui risquent d'augmenter sur un certain plan. Sur d'autres dimensions, comment les choses vont évoluer selon vous? Je pense qu'on va aller vers une responsabilisation croissante des propriétaires et des acteurs publics de l'aménagement sur ce sujet des sols. Que cette responsabilisation, elle ne va pas venir d'une dynamique française, mais qu'elle va bien être portée par l'Europe. Et qu'on va être conduit à mettre en place d'ici 5 ans des indicateurs de qualité des sols qui derrière vont nous responsabiliser véritablement. Donc le mouvement vient beaucoup aussi de la citoyenneté, en tout cas des particuliers. Moi je perçois un véritable changement. Donc, j'ai commencé ma thèse en 2010, donc ça fait on va dire 12 ans maintenant que je m'intéresse au sujet des sols. J'ai traîné dans quelques arènes associatives aussi, de voir comment l'objet est porté par la société civile. Et je m'aperçois que sur une échelle de temps très courte, les citoyens se saisissent des enjeux des sols et s'approprient cette notion de qualité des sols de manière très efficace. Et pour avoir conduit des recherches sur des contentieux, notamment dans le périurbain parisien, on voit qu'en fait les arguments portés par des personnes qui veulent demander l'annulation d'un plan local d'urbanisme portent en fait des notions de qualité des sols. Simplement, le juge ne peut pas contrôler la légalité d'un document à l'aune de cette notion-là, puisqu'elle n'existe pas aujourd'hui. Et quand on regarde aussi les mobilisations citoyennes qui ont lieu sur le triangle de Gonesse, sur le plateau de Saclay, avec des arguments du type « ce sont les terres les plus fertiles d'Europe, ce sont les meilleures terres agricoles de France, etc. » Jamais on ne se serait imaginé il y a 10 ans que des gens se battraient pour défendre des plateaux avec aucune aménité paysagère, difficile d'accès, en nous disant même, puisque c'était l'objet d'une tribune dans Le Monde en décembre dernier, que ces terres-là de Saclay devraient être classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est incroyable. Donc, pour moi, il y a une vraie dynamique sur le sujet. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette note positive de fin. C'était très intéressant. Je vous remercie encore. Merci à vous, avec plaisir. C'était Citizen Vox, le podcast engagé pour la préservation des sols dans la fabrique de la ville. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.fr. À très bientôt.